Salut à tous, c'est Solène, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour le bilan du challenge du Traveling Readathon et en même temps un petit update lecture puisque j'ai rajouté une lecture qui ne fait pas partie du challenge mais que j'ai terminé juste avant ce challenge et il faut impérativement que je vous en parle puisque c'est, je pense pour l'instant, le coup de cœur de l'année. Et donc du coup je vous retrouve en ce dimanche matin avec la traditionnelle tasse de café pour vous parler de tout ça. Avant d'aller plus loin, je tenais vraiment à remercier toutes les nouvelles personnes qui débarquent sur la chaîne, ça me fait extrêmement plaisir. Sinon je voulais simplement vous informer d'une autre nouvelle, la rentrée étant là, je n'aurai plus autant de temps pour lire, pour vous filmer des choses, pour faire du montage. J'ai vraiment kiffé vous faire plusieurs vidéos par semaine et avoir vraiment repris un rythme un peu plus régulier pendant ces vacances. Malheureusement là ça sera plus possible avec le boulot, d'autant plus qu'on ne sait pas encore à quelle sauce on va être mangé, hein, très clairement. Et donc du coup je préfère assurer la sécurité de la chose en vous proposant seulement une vidéo par semaine. Donc je vous donne rendez-vous tous les dimanches matins en compagnie d'un café, voilà, pour papoter de bouquins comme aujourd'hui. Donc je vous l'ai dit, on se retrouve ce matin pour un petit update lecture slash bilan de challenge et on commence tout de suite par le bouquin qui n'est pas rentré dans ce marathon littéraire. Il s'agit de From Blood and Ash de Jennifer Alarmin Trout. Il me tardait vraiment de pouvoir vous en parler puisque je tiens entre mes mains, je pense, l'une des plus grosses pépites que j'ai pu lire jusqu'à présent et je pense sincèrement que ça va être le coup de cœur de l'année. S'il n'est pas en première position, il sera facilement en deuxième et je pense que le seul livre susceptible de pouvoir le détrôner c'est Crescent City et encore. Voilà, je m'avance peut-être parce que j'ai pas encore lu Crescent City, mais From Blood and Ash est absolument une tuerie. Ça veut rien dire être absolument une tuerie. Le dernier livre qui m'avait mis un petit peu dans un état similaire suite à la fin de ma lecture de From Blood and Ash, c'était Akomath, A Call of Mist and Fury de Sarah J. Maas. Vous savez en plus qu'Akotar c'est ma saga chouchou d'amour que j'aime de tout mon cœur depuis plus de 4 ans maintenant et qui n'a jamais été détrônée très clairement et je pense qu'elle est indétrônable, mais en tout cas From Blood and Ash m'a laissé dans un état à la fin. Je vous dis heureusement que le tome 2 sort le 1er septembre prochain parce qu'il me faut la suite là. Il me faut la suite. Dans cette histoire on va rencontrer Poppy qui n'est pas une jeune femme de 19 ans comme les autres puisqu'elle est la Maiden. Alors on pourrait traduire ça en français par la Vierge. C'est-à-dire qu'elle a été choisie à la naissance par les dieux et les déesses qui bercent un petit peu les traditions de son royaume pour guider le peuple vers une nouvelle ère. Voilà, tout simplement. Sauf que être une maiden, et être plutôt la maiden, parce qu'il n'y en a qu'une, c'est pas forcément toujours évident. Il y a plus d'inconvénients que d'avantages, puisque Poppy n'a le droit de parler à personne, personne n'a le droit de la voir, c'est-à-dire qu'elle a toujours un voile sur la tête, seulement un groupe très restreint de personnes a déjà vu son visage et est autorisé à voir son visage, et ce même groupe est autorisé à lui parler. Elle n'a pas le droit de lire autre chose que des livres concernant la religion du pays et ses traditions, puisque sinon elle pourrait être trouvée, les dieux pourraient la trouver indigne de son ascension et donc du coup elle ne pourrait pas guider le peuple vers une nouvelle ère. Donc forcément vous doutez bien qu'elle n'a pas le droit de découvrir les plaisirs physiques et la découverte de son corps, etc. Donc voilà, franchement il y a plus d'inconvénients que d'avantages et Poppy fait largement penser à un petit oiseau emprisonné dans une cage dorée. Tu vois ce que je veux dire. Sauf que Poppy préférerait largement aider les gardes à combattre les créatures qui envahissent peu à peu le royaume et qui ont massacré sa famille que de plutôt s'inquiéter et se poser mille et une questions concernant le fait de savoir si elle est digne ou non de son ascension auprès des dieux et des déesses. Et en même temps à tout ça, on va rajouter un jeune homme mystérieux et ténébreux qui va faire son apparition et qui va devenir son garde personnel. Il s'agit de Hawk, qui est un personnage, alors c'est mon avis, hein, mais qui pourrait potentiellement être la combinaison parfaite entre Rhysand de Akomath et Daemon de Lux. Donc rien que pour ça, mesdames et messieurs, si vous avez lu Akotar ou bien la saga Lux de Jennifer Alarmin Trout, vous foncez. Donc du coup, le chemin de Poppy va croiser celui de Hawk qui ne va pas la laisser indifférente parce qu'il ne va pas forcément la traiter de la même manière que tous les autres la traitent. Et forcément ça va l'attirer et forcément vous doutez bien que toute relation, qu'elle soit amoureuse ou physique pour une maiden est complètement interdite, sauf qu'une maiden avant d'être choisie par les dieux,
c'est une jeune femme qui a un cœur et qui a une âme et qui a des sentiments. Donc tout ça se complique d'autant plus qu'en même temps on a un autre royaume qui est en train de se relever de ses cendres, si je puis dire, hein, From Blood and Ash, pour pouvoir un petit peu reprendre ce qui lui appartient, puisque à côté on a tout un mythe et tout un tas de légendes autour d'un royaume qui est assez particulier et dont je ne vous en dirai pas davantage parce que clairement il faut que vous puissiez découvrir ça par vous-même dans cette histoire parce que c'est monté avec brio, c'est développé comme jamais et c'est des idées qui sont juste... Enfin, j'ai pas les mots, qui sont très bien exploités, qui sont très bien imaginés et ça s'emboîte super bien. Tu vois, un peu Tetris, et bah c'est pareil. Très clairement, je peux que vous parler en positif de cette saga. Alors, le seul petit truc, je sais que les chapitres sont un peu longs, donc si vous lisez en anglais, ça devrait passer sans trop de soucis. Par contre, si vous n'avez pas forcément l'habitude, je pense que les premiers chapitres, le temps que vous vous mettiez un petit peu dans le rythme, vont vous paraître un peu longs, bien que très prenants et très intéressants. Mais dans cette histoire, clairement, le gros point positif, outre que l'univers, autre que l'univers, c'est l'héroïne. Poppy est une héroïne badass comme on l'aime, et en fait, ce que j'ai vraiment apprécié dans cette histoire, c'est que dès le départ, elle se pose des questions. Dès le départ, elle va pas forcément se mettre en tant que victime, elle va essayer de chercher des réponses, elle est toujours en train de se dire mais le pourquoi, du comment, de machin, toujours en train de cogiter, de remettre en question même ce qu'on lui a enseigné, ce qu'on lui a inculqué depuis sa naissance. Enfin, elle est vraiment assez incroyable, c'est très agréable de la suivre et de voir son évolution, que ce soit en compagnie de Hawke, que ce soit en compagnie de son autre garde personnel Victor, et que ce soit en compagnie de sa dame de compagnie qui est sa seule et unique amie, qui est vraiment très chouette aussi à découvrir. C'est un roman qui est rempli en même temps de péripéties, d'actions, avec tout ce qui se profile en fait à l'horizon. Il n'y a pas de... vous pouvez pas imaginer ce qui arrive. C'est-à-dire que vous faites tout un tas d'hypothèses quand vous lisez. En tout cas, je sais pas si vous fonctionnez comme ça, personnellement c'est mon cas. Et au fur et à mesure de votre lecture, vous voyez, vous découvrez si ces hypothèses sont vraies ou pas. Sauf que en fait ici, elles ont beau s'avérer vraies par moments, elles ne sont que la partie visible de l'iceberg, j'ai envie de vous dire, parce qu'il y a tellement de choses enfouies en dessous qui sont en train, surtout sur la fin, d'être déblayées, balayées, qui sont en train de remonter à la surface, si je puis dire, que c'est juste... Enfin, j'ai pas les mots quoi, je vous jure, hein, le dernier bouquin qui m'a fait cet effet là, c'était Court of Mist and Fury, donc un palais de colère et de brume de Sarah J. Maas, et enfin, il est là-haut quoi quand même à cause de ma fin, donc je peux vous en parler qu'en bien de cette saga. Quand je vous en ai parlé sur Instagram, vous aviez été très nombreux à réagir, à me dire ouais j'espère qu'il va être publié. Franchement les gars, je croise les doigts parce que ce bouquin il est palpitant, il est intriguant. Il m'a fait pleurer, c'est le premier roman de l'année qui a réussi à me faire pleurer. J'ai tellement ri en même temps parce que Poppy elle se retrouve dans des situations cocasses qui sont mais tellement gênantes en même temps, mais tellement drôles. On est à la fois gêné et en même temps on est mort de rire et on pleure et on aime et on rit et on est frustré et... Enfin, je vous jure, mais c'est un truc, ce bouquin est un truc de fou. Ça faisait très longtemps qu'un livre de Jennifer Armentrout ne m'avait pas mis dans un état pareil. Donc franchement, je peux que vous le conseiller. On poursuit cette vidéo avec un livre que j'ai lu pendant le challenge du coup du Trat, qui est le premier livre que j'ai pu lire, parce qu'après un livre comme From Blood and Ash, autant vous dire que il me fallait une lecture soit qui allait égaler ce coup de cœur monumental, et ça honnêtement j'avais très peur que n'importe quel livre qui me faisait très envie dans ma palle soit très fade à côté de From Blood and Ash, soit il me fallait du coup un livre dont je n'avais pas spécialement d'attente, je vais y arriver, hein, soit un livre dont je n'avais pas spécialement d'attente, et j'ai du coup choisi le tome 2 de la saga Les McCoy d'Alexiane Thiel, donc qui s'intitule L'ours et le taureau. J'avais lu le premier tome fin février, début mars, et c'est vrai que c'est pas forcément un premier tome qui m'avait fait bonne impression, il y a énormément de choses qui m'avaient gênée, j'avais pas spécialement accroché avec Phèdre, donc notre héroïne qui débarque en Écosse sur les traces un petit peu de son père et qui va se retrouver mêlée à toute une intrigue concernant
les anciens clans écossais qui ne seraient pas éteints et qui existeraient toujours et qui sont un petit peu dans des conflits sociopolitiques avec des traditions très archaïques. Et c'est vrai que cette ambiance écossaise est vraiment le point fort de ce bouquin. Mais d'un autre côté, la grosse romance qu'il y a dans cette histoire n'était à mes yeux pas spécialement crédible et j'avais pas spécialement accroché. Et je vous dis, Phèdre, l'héroïne, me tapait vraiment sur le système parce qu'elle se positionnait vraiment en victime, bien que ce qu'elle ait vécu était vraiment extrêmement traumatisant, ça je veux bien le comprendre et il n'y a pas de souci avec ça. Mais d'un autre côté, je trouvais que son comportement n'était pas toujours justifié, enfin bref, moi ça m'a un petit peu gonflé. Et le protagoniste masculin, Caleb, du coup, qui va faire partie, qui va être chef de clan, donc le chef du clan des McCoy, et qui va, dans le premier tome, prendre Phèdre sous son aile en la désignant comme étant sa pupille, avait donc ce jeune homme, cet homme a des sautes d'humeur qui, pareil, ne sont pas toujours justifiées et justifiables, et il a un comportement extrêmement rustre en fait, et assez particulier, enfin voilà, avec toutes ces traditions qui sont encore un petit peu archaïques, voire beaucoup, et qui contrastent vraiment avec la société du 21e siècle. Et donc du coup, c'est sans réelles attentes que je suis plongée dans le tome 2, puisque voilà, j'avais simplement envie de mettre un terme à cette saga. Je savais pas du tout si j'allais lire la suite parce qu'il y a un tome 3 qui est sorti et qui va concerner d'autres personnages de la saga. Donc je voulais simplement mettre un terme à l'histoire de Phèdre et de Caleb. Et j'ai vraiment bien apprécié le deuxième tome, je l'ai beaucoup plus apprécié que le premier. Je l'ai trouvé beaucoup plus intéressant. Alors le gros point positif, hein, très clairement, c'est cette ambiance clanique avec ces clans d'Écosse en fait. Et il y a énormément de péripéties si vous voulez dans ce bouquin, mais c'est vrai que j'ai trouvé qu'il y en avait aussi une évolution notable dans les personnages et dans leur comportement. Que ce soit Caleb qui est beaucoup plus appréciable d'entrée de jeu que Phèdre qui commence à se... Alors je suis désolée, je vais essayer de trouver une expression qui n'est pas vulgaire, mais qui commence un petit peu à se bouger le popotin pour se prendre en main et en fonction de ce qui arrive à la fin du premier tome, prendre d'autres choses en main également. Et c'est vrai que il faut quand même attendre 300 pages hein, pour qu'elle commence à se bouger le popotin, notre Madame Phèdre. Donc bon, mais sinon ça se lit très vite aussi, et c'est pour ça que je l'ai sorti en premier, c'est que je savais que même si j'accrochais pas tant que ça reste de la romance, ça se lit très vite, et c'est vrai, je vous assure que cette ambiance en Écosse est vraiment extrêmement chouette à suivre. On a quand même une intrigue principale, un fil conducteur qui est assez intéressant, qui est bien développé, on a quand même de bonnes idées avec du potentiel et ça c'est hyper prenant en fait. Honnêtement la romance c'est pas le truc qui va vous... Enfin, c'est pas la plus grosse romance du siècle, au contraire, je pense qu'il y a énormément de choses qui pourraient être retravaillées. Mais encore une fois, je trouve que ça évolue quand même pas mal dans le second tome, donc c'est pas plus mal, et ce qui fait que ce tome 2 est beaucoup plus appréciable que le premier. Donc si jamais vous n'avez pas forcément apprécié le premier tome, essayez avec le deuxième, et puis si jamais vous accrochez pas avec le deuxième, bah, au moins vous aurez terminé la première partie de l'histoire avec Phèdre et Caleb, puisque je vous l'ai dit, dans le tome 3, on est concentré sur des protagonistes secondaires des deux premiers tomes, donc qui deviennent des personnages principaux par la suite. Et c'est vrai que je pense honnêtement que je vais plus accrocher avec le personnage féminin du tome 3 que Phèdre, qui m'a largement gonflé, je pense que vous l'avez compris. Mais vraiment, j'insiste, si vous cherchez quand même une histoire qui se déroule en Écosse, cet univers écossais qui est développé ici est vraiment très chouette. Franchement, il est plutôt cool. Après, voilà, c'est pas non plus la romance du siècle, mais au niveau de l'ambiance, c'est assez sympa. Je poursuis avec un manga, donc je vous avais présenté la malédiction de Loki, qui est écrit, scénarisé, dessiné par Hachi. Et en fait je me rends compte que c'est un bouquin qui ne rentre pas forcément dans le challenge, puisque pour moi Loki c'était forcément en lien avec l'une des mythologies, avec la mythologie nordique en fait tout simplement, ce qui n'est absolument pas le cas ici, puisque dans ce manga, dans cette histoire, on va rencontrer Loki, qui est un personnage un petit peu particulier. Je ne vous en dirai pas plus sur son passé, vous le découvrirez si jamais vous souhaitez lire ce manga. Et Loki en fait qui fait partie d'une espèce de guilde d'une certaine manière, et qui s'est chargé de retrouver des peintures qui ont été
peinte par une jeune fille qu'on surnomme la sorcière puisqu'elle a peint ses peintures avec son sang. Et ces peintures sont maudites, c'est-à-dire qu'à chaque fois on a des espèces de créatures qui sortent de ces peintures et qui sont assoiffées de sang humain et donc du coup qui vont un petit peu tuer tous les humains qui sont aux alentours. Donc Loki lui a cette espèce d'arme, une espèce d'épée qui se replie sur elle-même et qui fait un cadre, et il est chargé de retrouver ces peintures et de les enfermer dans ce cadre et de les détruire d'une certaine manière pour pouvoir un petit peu sauver les humains. Et puis il a aussi une quête personnelle à accomplir de son côté. C'est un premier tome qui est assez sympa, l'histoire est chouette, il y a du potentiel, mais en même temps j'ai trouvé que c'était pas assez introductif, enfin je sais pas, je trouve qu'il manque un petit truc dans ce premier tome qui fait qu'on accroche vraiment. Tout n'était pas forcément clair au départ, il y a certains passages qui sont un peu brouillons je trouve, mais les dessins sont très chouettes, donc peut-être que je continuerai la saga, je ne sais pas. Ça m'a pas transcendé non plus, après ça change aussi de ce que j'ai l'habitude de lire en termes de manga, mais je sais pas, je suis un petit peu mitigée, j'ai bien aimé mais sans plus en fait, donc voilà. Et en aucun cas ici il est question de mythologie nordique, donc en fait ce bouquin ne rentre pas du tout dans la catégorie dans laquelle je l'avais mise, et je pense pas qu'il rentre dans une autre catégorie, donc bon, c'est pas grave, je l'ai lu, c'est le principal. Et du coup le dernier livre qui va venir conclure cette update lecture et ce bilan de challenge, c'est un coup de cœur également. Il s'agit du Poids des sentiments de N.R. Walker. Et je suis désolée si vous entendez mon téléphone sonner, je n'ai jamais l'habitude de le mettre en silencieux, c'est une catastrophe. Donc il s'agit, je vous l'ai dit, du Poids des sentiments de N.R. Walker, qui a été recommandé à de multiples reprises par notre chère queen Nina Quill, puisque elle en avait parlé, je sais plus, dans plusieurs vidéos il me semble, et ça m'avait tout de suite intriguée de par la thématique. Et ce bouquin rentrait dans la catégorie personnages qui appartiennent à la communauté LGBTQ+, puisqu'ici on va avoir une romance homosexuelle entre deux hommes, donc c'est ce qu'on appelle du MM. Et c'est vrai que cette histoire est juste la mignonitude incarnée, elle est très très chouette, et les valeurs qui sont véhiculées ici sont absolument... Enfin, elles sont très très bien amenées. Franchement, c'est l'une des premières fois où je lis un bouquin qui va traiter de surpoids, de remise en question, de remise en forme, de santé, d'alimentation, et qui a toutes ces thématiques qui sont extrêmement bien goupillées, emboîtées entre elles en fait, et qui ne partent pas forcément dans un cliché ambulant. Tu vois ce que je veux dire. Dans cette histoire, on va rencontrer Henry, qui est un homme de 35 ans, qui est en surpoids et qui se fait larguer par son petit ami à cause de ce surpoids. Voilà, son ex du coup lui dit écoute, tu commences à te faire vieux, t'es gros, donc du coup je me barre. Voilà, ça faisait 8 ans qu'ils étaient ensemble, et l'autre prend ses clics et ses claques et se barre parce que Henry est en surpoids. Et donc du coup, pour reconquérir un petit peu son ex, au départ ça part de là, Henry va s'inscrire à une salle de sport et va prendre un coach personnel qui s'appelle Reed, qui va le coacher pour pouvoir avoir une certaine remise en forme. Et petit à petit, forcément, Henry va prendre goût au sport, va prendre goût au fait de cuisiner de manière équilibrée et saine, et il va y avoir une petite romance avec Reed du coup, et on a tout ce cheminement d'acceptation de soi, d'accepter son corps mais de vouloir le transformer, parce que ce n'est pas parce que vous voulez le transformer que vous n'êtes pas obligé de l'accepter, et inversement, ce n'est pas parce que vous acceptez votre corps que vous n'avez pas le droit de le transformer. Je tiens vraiment à préciser ça parce que je trouve qu'en ce moment on a énormément de messages notamment sur Instagram en fait, où c'est tout, en fait c'est soit il faut te transformer, soit il faut t'accepter. Et moi je pense et je trouve que en fait vous pouvez très bien combiner les deux, et il faut arrêter de mettre le il faut devant. Très clairement, c'est si tu as envie de t'accepter, si tu réussis à t'accepter, c'est génial, et si en même temps tu as envie de te transformer, bah transforme-toi en fait, c'est ton corps, c'est tes choix, donc tu fais ce que tu veux, les autres n'ont pas à te juger. Bref, parenthèse fermée, mais voilà, on a tout ce cheminement en fait dans cette histoire qui est extrêmement bien faite, bien développée. Honnêtement, j'avais quand même quelques appréhensions en commençant ce bouquin parce que ce sont vraiment moi des thématiques qui me travaillent personnellement, mais c'est vrai que c'est très bien amené, et c'est vraiment l'idée de
se reprendre en main, prendre soin de sa santé, et ça passe aussi bien par le sport que par l'alimentation. Et vous n'êtes pas obligé de vous frustrer, de faire des régimes à gogo qui ont des effets yo-yo pour vous sentir bien et puis pour vous reprendre en main en fait. Et c'est ça qui est développé aussi dans le bouquin. Et honnêtement, on a certains plats qui sont détaillés parce que du coup Henri aime en plus faire la cuisine et forcément ça va parler de bouffer. Donc si vous avez faim quand vous lisez ce truc, quand vous lisez ce livre, enfin voilà, ayez bien mangé avant parce que sinon ça va vous donner la dalle. Et voilà, enfin ce sont des messages qui sont très positifs et qui sont très bien véhiculés dans ce bouquin. Et en même temps, on a tout un côté au niveau de la romance parce que vous en doutez, du coup Henri va avoir une romance avec son coach sportif qui est décrit comme étant un Apollon quoi. Enfin, c'est une armoire à glace, il est très beau, il a un sourire à la Colgate, enfin voilà. Et du coup on a tout ce questionnement de la part de Henri qui a l'habitude de se dévaloriser et qui se dit mais comment un mec comme lui en fait pourrait tomber amoureux de quelqu'un comme moi, parce que en fait encore une fois il se met à la place de ce que Reed pourrait vouloir et voudrait probablement tout en... Enfin voilà, je vous en dirai pas plus, mais c'est vraiment cette idée de... Je me dévalorise, donc du coup j'estime que une personne que je trouve aussi belle ne puisse pas s'intéresser à quelqu'un comme moi, puisque à mon sens je ne m'aime pas suffisamment pour pouvoir me trouver attirant auprès des autres. Tu vois ce que je veux dire? Et ça c'est vraiment quelque chose qui m'a touchée, et c'est vrai que on est du point de vue d'Henri de A à Z, et c'est le genre de réflexion que l'on se fait très souvent quand on est dans ce cas-là et que l'on peut continuer à se faire. Vous savez, c'est cette petite voix quand même qui continue à vous dire des choses assez négatives et bref, mais ce bouquin m'a quand même foutu les larmes aux yeux à certains moments par rapport à tous ces passages-là, mais je vous le recommande à 10 000%, clairement. C'est vraiment un air frais quoi, ça fait du bien, c'est tout doudou, c'est tout mignon. En même temps ça traite de sujets qui sont importants mais d'une manière vraiment douce et tranquille, et c'est bien fait, c'est bien mis en place. Donc franchement c'est très très chouette, et la romance est vraiment mignonne. Donc clairement je ne peux que vous conseiller ce roman qui je pense fait partie maintenant de mon top 5 au niveau des romances, parce que très clairement... Il est vraiment très chouette ce bouquin, donc je suis contente d'en avoir entendu parler via Nina Quill, qui a bien fait d'en faire autant d'éloges et de le recommander autant sur sa chaîne et sur les réseaux. On est terminé avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, que vous avez passé un beau moment. Si jamais il y a certains livres qui vous intéressent ou que vous avez déjà lu, n'hésitez pas à partager tout ça en commentaire, à laisser un petit like et à me rejoindre sur Instagram. En attendant de nouvelles vidéos, je vous souhaite à tous et à toutes de passer de très bonnes lectures, et puis je vous dis à la prochaine sur la chaîne. Ciao!